quels sont les dessins animés dont vous vous souvenez le plus? Les Totally Spies, Tom et Jerry, les Looney Tunes? Mais vous avez pas regardé que ça quand vous étiez petit. Il y en avait des centaines, mais entre ceux dont on a oublié le nom et ceux qui étaient pas connus, difficile de s'en rappeler. Alors je vous propose de redécouvrir 10 dessins animés de votre enfance pour voir si vous vous en souvenez. Il faut que ça sonne 2 jours comme la nuit, parce que nous l'avons promis. Faut que ça sonne, c'est ça le défi. Quand on allumait la télé la nuit, on pouvait voir des chaînes de dessins animés dormir. Mais d'autres diffusaient encore leurs programmes. C'était le cas de Disney Channel avec Groovy. Groovy, c'est une école spécialisée dans la formation de pop stars. C'est là-dedans qu'on retrouve Tom, un joueur de guitare qui aime écrire des chansons. En dehors de la musique, il ne prend jamais rien au sérieux. Il est même plutôt gaffeur. Mais il peut toujours compter sur Zoé pour le recadrer. Son talent à elle, c'est d'être une excellente chanteuse. Sûrement la meilleure de toute l'école. Du coup, avec Tom, ils se sont plutôt bien trouvés. Mais à la base, elle aurait dû être chez la concurrence, la A-List Academy. Elle a été acceptée là-bas sans même passer les concours. Pas grâce à son talent, mais car sa mère est une grande star de l'opéra. Même dans les dessins animés, la méritocratie n'existe pas. Zoé a choisi Groovy pour être entourée d'amis sur qui elle peut compter, comme Baz, Lena, Vic ou Tom. Et bien que la A-List Academy soit une meilleure école, si elle avait accepté, elle se serait retrouvée avec Duke, qui est le grand rival de Tom. Chaque épisode nous raconte les souvenirs de Tom et Zoé dans leur école. Et rappelez-vous, ça commençait toujours avec des plans en live action. Rappelle-toi, c'était notre première année à Groovy. Bon, autant la ressemblance avec Tom elle est douteuse, mais celle de Zoé, elle est parfaite. Ils sont joués par Florian Frein et Alice Gingembre. Mais dans d'autres régions, les acteurs sont différents. Sûrement car le dessin animé est une coproduction de plusieurs pays, et que les scènes en live action marchent mieux avec des scènes sans doublage. On notera quand même que les décors et le jeu d'acteurs étaient complètement similaires. Personnellement, j'étais pas très fan de ces moments-là. Les acteurs reprenaient la personnalité des personnages, et ça donnait l'impression de voir des adultes se comporter comme des enfants. Honnêtement, quitte à voir ça, je préfère encore regarder un dessin animé pour les tout petits. Vous vous souvenez de Midi les Zouzous? Le rendez-vous parfait pour regarder des dessins animés. Ils en ont diffusé tellement que je pourrais même pas vous dire combien il y en avait. Certains ont été marqués par des animés comme Les Malheurs de Sophie ou Princesse Sarah, et dans ce cas, j'espère que mentalement vous allez bien. Pendant que d'autres se souviendront des dessins animés moins profonds comme Sam Sam. Un dessin animé sorti en 2007, adapté des BD qu'on pouvait lire dans le magazine Pomme d'Api. Oh, le coup de vieux que je viens de me prendre. Sam Sam, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui rêve d'être comme ses parents, un héros cosmique. Ça lui arrive d'accompagner son père dans ses missions, mais il vit aussi ses propres aventures combattant des ennemis plus ou moins dangereux. Parmi eux, Barba Féroce, Crocauchemar ou encore le roi Marchien. Mais bon, lui à part être en kiff sur la maîtresse de Sam Sam, il avait rien de dangereux. Mais moi, les méchants dont je me souviens vraiment, c'était les Pipioli. Leur objectif, arroser tout le monde de pipi. Et si je me souviens aussi bien d'eux, c'est surtout grâce à leur musique. Nous sommes les pipis, les pipis, les pipioli. Nous t'arrosons pendant la nuit, les pipis au lit. Vous êtes sûr que c'était mieux avant? Pour combattre ses ennemis, Sam Sam a des gadgets, un vaisseau et surtout des super pouvoirs. Il est pas le seul à en avoir. Souvenez-vous de Super Julie ou Petit Poa avec qui il traînait souvent. Mais son vrai meilleur ami, c'est son ours en peluche. D'ailleurs, j'ai jamais compris si les autres sont capables de le comprendre. Parce que dans chaque épisode, j'ai l'impression que tout le monde l'ignore. Bon, après, c'était pas pire que Crapouille. Je peux vous dire que quand il le voyait, ça soufflait fort. Tout ça à cause de son hygiène et de sa personnalité. Après, il était pas non plus rejeté. C'est même un très bon ami de Sam Sam. Faut pas oublier que c'est un dessin animé pour enfants. On va pas montrer des personnages se faire harceler quand même. Même si on nous montrait que Sam Sam, bah il est pas tout le temps gentil. Des fois, on a l'impression qu'il veut absolument que le monde tourne autour de lui. Je veux dire, il vit sur la Sam Planète, sa peluche s'appelle Sam Nounours, même son vaisseau c'est la Sam Soucoupe. C'est trop, on dirait l'époque où Damso mettait son blaze partout. Faut savoir que Sam Sam, ça a eu un énorme succès en France et à l'international. Vous pensez peut-être que la licence n'existe plus, mais un film est sorti en 2020, suivi d'une saison 3 en 2023. Ça a permis au lore de la série de se développer parce qu'il y a tellement de personnages avec leur propre origine et secret. Par exemple, on apprend dans le film que les Pipioli ont été créés par un scientifique marchien. Mais moi maintenant, le seul truc que je veux savoir, c'est à quoi Sam Sam ressemble sans son masque. Non, parce que les deux oreilles là, c'est pas pour le style. Et je crois pas qu'on ait la réponse même dans la BD. Donc je vous propose qu'on parle d'un autre livre transformé en dessin animé. Zoé Kizaku.
Les leftos se souviendront de Zoé Kezako. C'était diffusé sur Tfou entre 6h et 8h du matin. Et franchement, je sais pas comment on faisait pour regarder ça super tôt, mais ça crie tout le temps dedans. Prends ça, Barry Cosard! Tu vas voir comment ça fait de se battre contre Zoé! Allez, ouais! Cette fille hyperactive, c'est Zoé. Elle se met vite en colère et déteste quand les choses ne vont pas dans son sens. Donc elle a toujours un plan pour s'en sortir. Une rumeur tourne sur elle, elle en inventera une autre pour détourner l'attention. Ses parents lui demandent de garder son petit frère, elle fera semblant d'être malade. Angelo la débrouille n'a rien inventé. Sauf que Zoé, elle s'en fout des conséquences sur les autres. Ce qui compte pour elle, c'est sa personne. Ça lui arrive quand même d'y penser quand elle va trop loin. Sa meilleure amie Marie Pompon, par exemple, a souvent été punie à sa place. Mais Zoé a toujours su s'excuser et reconnaître ses torts. Bien sûr, elle n'était pas la seule enfant à faire des bêtises. Quasiment toute sa classe était turbulente. Mais Zoé Kezako, c'est pas un dessin animé où on nous montre que ça. À travers ses actions, on se rend compte que Zoé, c'est juste une enfant de 7 ans qui veut se faire accepter et paraître cool aux yeux des autres. On la voit se soucier d'appartenir à un groupe d'amis, apprendre à être amoureuse et surtout apprendre à s'accepter. Exactement. Et tu sais quoi? Ce que pensent les autres, je m'en fiche total. L'important, c'est que je me sente bien dans mes baskets. Nos parents ont toujours dit que nos dessins animés étaient débiles. Bah, je crois que pour Alien Bazar, ils avaient raison. La série a longuement été critiquée pour son absurdité et n'a pas eu un succès incroyable. Pourtant, il a été produit par Moonscope, le studio à qui on doit Titeuf, Casper et Code Lyoko. En 2005, il a même été diffusé sur des chaînes gratuites comme TF1 ou Gulli. Mais moi, je l'ai connu sur Télétoon, qu'il a quand même diffusé jusqu'en 2017. Du coup, de quoi ça parle? Tout commence quand un vaisseau alien s'écrase dans la maison d'un petit garçon. Oula, attendez, c'est pas les bonnes images. Voilà. Tout commence quand un vaisseau spatial s'écrase sur un phare. Et pas n'importe lequel, puisque c'est là où vit Tommy, un petit garçon qui n'a pas la vie facile. À l'école, il est le souffre-douleur de ses camarades, et quand il rentre chez lui, personne n'est là pour l'accueillir. Pourtant, il est pas orphelin. Sa mère préfère juste vivre ailleurs, et ils communiquent ensemble grâce à un haut-parleur. Heureusement, sa solitude s'arrête quand il accueille 5 aliens. Dinko, Snobby, Gumpers, Flip et Scruffy. Sauf que Tommy allait vite se rendre compte qu'ils prennent beaucoup de place. Ils sont incontrôlables et lui font vivre des tas d'événements improbables. Aucun alien n'a le QI nécessaire pour rester calme, à part peut-être Snobby. Lui, il a un caractère qui rappelle celui de Carlo le Calamar. Son rêve, c'est de récupérer le phare et de mettre à la porte tout le monde. Donc clairement pas un grand ami de Tommy, contrairement à Dinko. Je sais même pas si on peut considérer ça comme de l'amitié. Il est obsédé par lui et fait même partie d'un fan club à son nom. C'est à cause de ça que les choses dégénèrent souvent. Il veut tellement améliorer la vie de Tommy qu'il se rend pas compte que ça empire. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas le seul à être obnubilé par Tommy. Il y a aussi Gabriella, la fondatrice du fan club. Elle est amoureuse de lui et ne peut s'empêcher de l'appeler Tommy Amor. mais c'est bien la seule terrienne à l'apprécier. Melba, la voisine, passe son temps à déverser sa colère sur le jeune garçon et Granville le déteste juste par principe. Tous ces éléments permettent au dessin animé d'avoir des scénarios infinis. Les épisodes ne se suivent pas et les seuls liens avec les événements passés sont les running gags. Alien Bazar propose quand même un lore, avec d'autres aliens qui arrivent sur Terre, un empereur maléfique et même une légère évolution dans les relations des personnages. Il fait partie de ces dessins animés dont seul le générique nous a marqué. Surtout en France parce qu'il a été fait par le Saiyan Supakru. Vous savez ce qui chante. Malgré tout, pour un dessin animé sans grand succès, il a quand même eu le droit à un jeu sur DS, mais pas de quoi en faire un chef-d'œuvre. Du coup, je vous propose de rester dans le thème des aliens pour redécouvrir le prochain dessin animé. Foncez vers l'infini avec Team Galaxy. Les guitares n'ont rien ni personne. On a peur de rien. Et si les Totally Spies se passaient dans l'espace, ça donnerait quoi? Pour le savoir, fallait regarder Team Galaxy. On est en 2050 dans l'école Galaxy, un établissement qui forme les futurs justiciers galactiques. Là-bas, toutes les races aliens sont mélangées, et pour les entraîner à leur future vocation, ils sont régulièrement envoyés en mission par le principal Kirk. C'est le cas de la Team Galaxy. Dedans, on retrouve Kiko. Son objectif n'est clairement pas de protéger l'univers, mais de devenir une superstar de la chanson. Si elle a rejoint l'école, c'est pour accélérer sa popularité. Du coup, dès qu'elle peut passer à la télé ou chanter devant un public, elle va en profiter. Mais le truc, c'est qu'on cherche encore son talent. Le sol. Oh là, c'est noir.
Malgré tout, elle est toujours investie dans ses missions, même si c'est pas elle qui va fournir un plan. Heureusement pour ça, il y a Brett, le petit génie du groupe. Grâce à lui et ses inventions, la Team Galaxy arrive à résoudre des tas de problèmes. Mais il est le plus jeune élève de l'école, donc il a du mal à être pris au sérieux. Les autres ont tendance à se moquer de sa taille, et surtout Josh, le troisième membre de la Team Galaxy. Vous voyez les personnages cool qui se prennent jamais au sérieux? Bah c'est lui. Il adore partir en mission car ça lui évite d'étudier. Mais il faut avouer qu'il est quand même très bon sur le terrain. Par contre à l'école, il se fiche pas mal des problèmes qu'il peut causer. Après, quand on est le fils du principal, y a pas de quoi s'inquiéter, hein. Bien sûr, faut pas oublier Fluffy, le robot chien de la team. Il est équipé d'une tonne de gadgets et accompagne toujours la Team Galaxy dans ses missions. Il a même un mode combat. C'est un ultra pet créé par l'école Galaxy. Et chaque équipe de l'école possède un équivalent. Des teams, il y en a plusieurs. Mais le dessin animé se concentre sur Kiko, Josh et Brett. Les personnages secondaires sont pas très impactants. Les seuls qui possèdent une vraie place au sein du show sont le principal Kirk et certains profs qu'on voit de temps en temps. Même parmi les méchants, il n'y a pas vraiment d'ennemis attitrés à la Team Galaxy. Du coup, on a des épisodes qui mélangent leur vie étudiante et leur vie de justicier. Un peu comme dans les Totally Spies ou Martin Mystère. Si je fais cette comparaison, c'est pas pour rien, car les trois ont été faits par le même studio, Marathon. D'ailleurs, j'ai une théorie, mais pour moi, tous les dessins animés Marathon se passent dans le même univers. Déjà, on le sait grâce au crossover. On a pu voir les Totally Spies avec Martin Mystère, mais aussi avec les Spy Z. Donc j'en conclus que Team Galaxy se passe dans leur futur. Je pourrais aller encore plus loin en disant que l'Odyssée se passe dans le passé, mais en vrai, leur seul point commun, c'est le studio Marathon. La plupart de leurs dessins animés ont eu un énorme succès à l'international, et ça a aussi été le cas pour Team Galaxy, qui passait sur Cartoon Network aux États-Unis. De quoi montrer qu'en France, on sait faire de bons dessins animés, et le prochain en est une preuve. Retrouvons les animaux disparus. Chaque fois qu'un enfant perd son animal de compagnie, il va voir Oscar, Nina et Tim. Ensemble, ils composent le Pets Club, une équipe d'enquêteurs capable de résoudre n'importe quelle énigme tant que ça concerne les animaux. Le Pets Club, c'est nous trois. Ah oui, n'oublions pas Marlou qui les accompagne à chaque enquête. C'est Nina qui a fondé le club. Après avoir perdu son labrador, elle s'est promis de venir en aide à tous les enfants pour leur éviter d'être tristes. Et on peut dire que grâce à elle, le Pets Club a sauvé beaucoup de familles. On venait souvent les voir pour des disparitions, mais il n'y avait pas que ça. Ils aidaient aussi les animaux à s'échapper de la fourrière ou découvraient souvent que derrière une disparition se cachait un vol. Ils ont secouru des tonnes d'animaux, et pas que des chiens ou des chats. Il y avait aussi des rongeurs, des singes, des chevaux et plein d'autres. Chaque épisode nous apprenait le comportement de toutes ces espèces et la meilleure façon d'en prendre soin. Donc grâce au Pets Club, certains ont sûrement appris à comprendre et respecter leurs compagnons. En plus, toutes les informations scientifiques étaient validées par des vétérinaires confirmés. Chaque fois que je regardais un épisode, je pouvais pas m'empêcher de penser à Sally Bollywood. Les deux sont des dessins animés d'enquête, chaque équipe ont leur propre bureau et gadgets, et leurs clients sont des enfants malgré la gravité de la situation. Je veux dire, la disparition d'un animal, c'est pas rien quand même. Mais le plus gros point commun entre Pets Club et Sally Bollywood, c'est la voix des deux héroïnes. Nina et Sally sont doublées par Philly Keta. Ne les écoute pas, on va t'aider. D'accord, du calme les copains. C'est le dessin animé le plus récent de la liste, puisqu'il est sorti en 2014. Donc peut-être que certains n'en ont jamais entendu parler. Ça passait sur Midi les Zouzous, tout comme le prochain dessin animé, Simsalagrim. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Les contes de fées ont toujours fait partie de l'histoire, et au fil du temps, leurs récits ont eu de nombreuses versions revisitées. Dans l'animation, les premiers à les adapter ont été Disney, puis avec le temps, d'autres œuvres ont vu le jour. En 1999, c'est Simsalagrim qui leur rend hommage. Chaque épisode nous plonge dans l'univers de Simsala, le livre avec lequel Yo-Yo et Dr. Croc voyagent. Croc, c'est celui qui a tendance à réfléchir avant d'agir. Il est toujours prudent car rien peut l'effrayer, alors que Yo-Yo, c'est plutôt le genre à se la jouer chevalier et à vouloir secourir les autres. Dans leurs aventures, on les voit observer et aider les personnages des contes sans pour autant modifier l'histoire. Ils ont par exemple convaincu Cendrillon d'aller au bal, sauvé Blanche-Neige du chasseur ou accompagné le petit chaperon rouge pour sa sécurité. C'est grâce à eux que chaque épisode se termine par la phrase iconique « Et ils vécurent heureux, pour toujours.
La saison 1 du dessin animé a adapté uniquement des contes des frères Grimm. Mais dans la deuxième saison en 2010, il y a des histoires venant d'auteurs différents comme La Belle et la Bête, La Petite Sirène ou Les Trois Petits Cochons. Et apparemment, il y aurait une saison 3 et un film de prévu pour 2026. Ils avaient déjà tenté d'en faire un dans les années 2000, malheureusement, l'une des boîtes de production a vendu sa participation. Du coup, impossible d'intégrer Yo-Yo et Croc dans le film. Au final, ce qui aurait dû être un film Simsalagrim est devenu Cendrillon et le Prince pas trop charmant. Comment tu te la pètes, t'es qu'un portier? Le film a vraiment pas marché, et à sa sortie en 2007, il a parfois été critiqué pour être un plagiat de Shrek. Je me rappelle, Simsalagrim, ça a quand même eu un grand succès en Europe, mais après les années 2010, il a vite disparu des programmes télévisés. Et oui, parfois la seule raison pour laquelle on oublie des dessins animés, c'est parce que la télé les a abandonnés. Celui-là, j'ai dû aller le chercher au plus profond de ma mémoire. Parce que ouais, Glurpatak, c'est pas un dessin animé populaire. C'est pour ça que j'ai aussi besoin de vous. Il y a tellement de dessins animés auxquels je pense pas forcément. Donc faites-vous plaisir en commentaire pour les prochains épisodes et pensez à vous abonner. Imaginez deux frères et sœurs qui, à côté de leurs études, sauvent le monde des menaces les plus dégueulasses. Ça, c'est le quotidien d'Abby et Tai, deux agents de la Glurpologie, une organisation secrète spécialisée pour les missions écœurantes. Invasion d'insectes, bataille dans les égouts, odeur nauséabonde, bref, si c'est dégueu, Abby et Tai seront là. Ah les gars, y a du caca! Pour chaque mission, ils peuvent compter sur l'aide de Paul, aka Radlabo. C'est lui qui va leur apporter des explications scientifiques aux problèmes qu'ils rencontrent. Parce que ouais, leur mission c'est pas de nettoyer la saleté, mais souvent de combattre des créatures ou des savants fous obsédés par tout ce qui est sale. Prenez Insectiva par exemple. Elle veut détruire l'humanité pour que les insectes règnent sur Terre. Sinon, il y a aussi Pétor, qui veut répandre l'odeur d'épée sur toute la Terre. Voilà le genre de fou qu'ils peuvent rencontrer. Celui qui envoie Abby et Tai dans ses bourbiers, c'est le directeur de Glurpologie qui ressemble étrangement à Coulson. Quand les missions sont réussies, il a tendance à dire aux autorités que c'est grâce à lui. Mais la vérité, c'est qu'il est misophobe. En gros, il supporte pas la saleté, contrairement à Abby et Tai. Wow, a mountain of guano. Alors pour vous expliquer, le guano c'est une accumulation d'excréments et de cadavres d'oiseaux. Il y a vraiment plein de trucs dégueulasses dans la série. Mais on apprend beaucoup de choses grâce aux explications scientifiques. À la base, Glurpatak c'est une série de livres éducatifs sur la science du dégoût. Ça a été écrit par Sylvia Brandze qui a eu l'idée en se coupant les ongles de pied. Mais pour en faire un dessin animé, il leur fallait une histoire. Et les livres n'en proposaient aucune. On est au milieu des années 2000 et ce qui marche c'est les agents secrets. On en voyait partout. Séries, films, mais surtout dans les dessins animés. Mais Glurpatak n'aura pas le droit au même succès que ses homologues. Elle s'arrête au bout de 2 saisons par manque de popularité aux États-Unis. Même en France, je suis pas sûr qu'il ait trouvé un public malgré sa diffusion sur Tfou et Télétoon. Donc si vous l'avez oublié, c'est complètement normal, mais le prochain, vous avez aucune excuse. Et depuis lors, ils ne poursuivent qu'un seul but, parcourir le globe pour retourner chez eux et sauver Tigre le petit chat. 2007. On est beaucoup à regarder Télétoon et les animés japonais occupent une grande partie du programme. À côté de ça, les dessins animés francophones sont représentés par la France ou la Suisse. Mais on oublie souvent que la Belgique nous a donné Kika et Bob. Un soir, un orage violent s'abat sur la ville de Waterloo. Une tempête se prépare et plus aucun habitant n'est dehors. Sauf Kika qui se rend compte que son chat Tigre est coincé sur le clocher de l'église. Elle part immédiatement à sa rescousse. Mais même avec toute sa volonté, elle n'arrive pas à le sauver. Heureusement, elle peut compter sur l'aide de Bob qui débarque avec son camion. Mais pas de chance, une tornade les emporte à l'autre bout du globe. Depuis, ils parcourent la Terre dans le but de retourner à Waterloo et sauver Tigre. Kika, je suis là. Pendant leur voyage, ils découvrent de nombreux pays comme le Brésil, le Sénégal ou le Japon. Chaque épisode est dédié à une culture jusqu'au dernier qui est la Belgique. Mais ce qui est drôle, c'est que quand on regarde la liste des épisodes, on se rend compte que Kika et Bob ont fait tellement de détours. Bon, au moins ça leur permet de découvrir de nouveaux modes de vie. C'est pas toujours facile. Ils se retrouvent souvent dans des situations où ils doivent faire le bon choix pour s'en sortir. Mais pour les aider, ils peuvent compter sur la voix. Maintenant les amis, il est temps de choisir. Dans le dernier épisode, ils arrivent à Waterloo et Kika récupère enfin son chat. Mais ça va pas durer longtemps. Dans la deuxième saison, Tigre essaye de manger l'oiseau de compagnie de Madame Ackman. À cause de lui, il s'envole à l'autre bout du monde. Madame Ackman, qui veut récupérer son oiseau, garde alors Tigre en otage tant que Kika et Bob n'ont pas récupéré l'oiseau. J'aurais bien aimé vous montrer des images de cette saison, mais malheureusement c'est un Lost Media. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dedans, ils découvrent de nouveaux pays, mais retournent aussi dans ceux qu'ils ont déjà visités. Comme quoi la vie de Kika serait plus simple si elle avait choisi un chien. Attention, chut, voici
Bernie, attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? Gulli était clairement la chaîne de dessins animés qu'on regardait le plus. Parmi son grand catalogue, on peut dire qu'il y avait des incontournables. Je pense à Oggy et les cafards, Pokémon ou les Rats. Mais n'oublions pas Corneille et Bernie. Ils faisaient partie des audiences les plus hautes de la chaîne, avec en moyenne 668 000 téléspectateurs. On le regardait sur le créneau Gulli Good et l'émission dédiée aux animaux. Sans oublier les rediffusions d'épisodes en soirée, donc difficile pour nous de l'oublier. Corneille, c'est un chien surdoué qui parle, qui écrit et qui joue du Mozart. Il vit avec John et Bess, des milliardaires qui s'occupent de lui, ce qui fait de Corneille un gosse de riche. Mais vraiment le gosse de riche qu'on déteste. Il est maniaque, capricieux, se vante de son intelligence, mais surtout, il a des pensées élitistes. Mon père est ambassadeur du Gabon à Paris. Corneille, il a vite compris que le meilleur moyen d'avoir une belle vie, c'est de cacher son secret et de vivre comme un animal domestique. En plus, il a de la chance, mais John et Bess sont souvent absents. Mais sa tranquillité, elle a vite changé quand ils ont embauché un dog-sitter, Bernie. C'est tout le contraire de Corneille. Optimiste, beau parleur et pas très intelligent. Il arrive toujours à embarquer Corneille dans ses problèmes. Heureusement, Corneille arrive toujours à tout régler. Mais comme il doit rester discret, c'est Bernie qu'on félicite. De toute façon, il a pas le choix. Si on découvre son secret, il risque de devenir un chien de laboratoire. C'est pour ça que les deux se disputent souvent. Quand Bernie a une idée, c'est pas sans risque. Et pour bien lui faire comprendre, Corneille répète toujours « Regarde bien, mes babines. Malheureusement, il se retrouve toujours dans les galères. Pourquoi? Parce que Bernie est un bon manipulateur. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. C'est clairement du chantage. Avoir découvert son secret, ça a été la meilleure chose dans sa vie. Mais en vrai, le fait qu'il soit le seul à connaître la vérité rend leur relation encore plus forte. Ils sont de très bons amis et s'entraident beaucoup. Waouh, regarde un peu la chienne. Tu trouves pas qu'elle est mignonne celle-là? Ouais, le dessin animé proposait beaucoup de blagues à double sens. Il y en a qu'on n'avait pas remarqué quand on était petit, et c'est pas étonnant vu le studio qui a travaillé dessus. 1000 Images a produit de nombreux dessins animés de notre enfance, dont les Lascars. Je crache plus par terre, je traite plus les mers, je traverse tout quand le petit bonhomme est vert. Il y a eu 2 saisons de Corneille et Bernie, la première en 2003, puis la seconde en 2014, avec une animation légèrement différente. Ce qui fait que le dessin animé a connu 2 générations, donc on peut clairement dire qu'il fait partie des dessins animés les moins oubliés de notre enfance. Mais beaucoup d'autres n'ont pas eu la chance d'avoir sa longévité et son statut. Est-ce que ça veut dire qu'on doit plus en parler? Moi je pense pas. En tout cas, moi je continuerai de le faire et je compte sur vous aussi pour me débloquer des souvenirs en commentaire. Pensez à liker et à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour d'autres dessins animés.